Bonjour à tous, bonjour Nicolas Bay. Bonjour. La campagne pour le référendum en Grande-Bretagne a pris un tour dramatique avec l'assassinat de cette députée pro-européenne. Comment est-ce que vous expliquez qu'on puisse en arriver là? C'est difficile d'avoir une explication, évidemment. C'est un événement dramatique et on pense d'abord à sa famille, à ses enfants. Pour le reste, je pense que c'est l'enquête qui dira les choses et qu'il faut surtout se garder de toute récupération politique. L'assassin avait un passé d'extrême droite. Écoutez, ça n'est pas une certitude. Pour l'instant, ça fait partie des hypothèses. J'ai entendu dire aussi qu'il avait un passé psychiatrique assez lourd. Encore une fois, je crois qu'il faut laisser les enquêteurs enquêter et se garder de tirer des conclusions hâtives. Vous êtes favorable au Brexit. Le Brexit était en tête dans les sondages. Est-ce que vous pensez que cet événement peut inverser la donne? Non, je ne suis pas sûr. En revanche, ça va évidemment paralyser la campagne, la dernière ligne droite de cette campagne électorale. Mais je crois que les Britanniques sont aujourd'hui assez nombreux à souhaiter cette sortie de l'Union européenne. Moi, je ne fais pas d'ingérence dans les affaires britanniques. Je constate simplement qu'il y a une espèce de printemps du patriotisme un peu partout en Europe et que aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que le Brexit a le vent en poupe, alors même que la Grande-Bretagne ne subit pas les effets les plus pernicieux de l'Union européenne. Je pense notamment à l'euro ou à Schengen. Si la Grande-Bretagne sortait de l'Union européenne, qu'est-ce qui resterait de l'Union? Je crois que ça poserait réellement la question pour les autres pays membres du maintien dans l'Union européenne, sachant que s'il y a une volonté, je crois, partagée des peuples européens de s'organiser politiquement, tout le monde aujourd'hui progressivement se met à rejeter ce carcan de l'Union européenne sous le contrôle de technocrates sans légitimité, non élus, qui veulent imposer de façon de plus en plus dictatoriale leur volonté au peuple. Et c'est vrai qu'un peu partout, on l'a vu d'ailleurs récemment en Hongrie ou en Pologne, eh bien, les peuples et les nations se révoltent contre cette Union européenne dont on nous disait qu'elle apporterait la croissance, le chômage, la sécurité. Elle apporte le chômage de masse, l'immigration massive totalement incontrôlée, une véritable submersion migratoire, une casse sociale sans précédent. Et évidemment, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il ne faut pas sortir de ce carcan et renégocier de fond en comble les traités européens pour faire émerger une autre Europe fondée sur des nations souveraines et sur des peuples libres. Mais les financiers britanniques sont hostiles au Brexit. Écoutez, il y a sans doute un certain nombre d'institutions financières, de grandes banques qui voient leur intérêt dans l'Union européenne telle qu'elle existe. Et ce n'est pas anormal, puisque je crois que les technocrates européens se moquent bien du sort des peuples. En revanche, ils sont très attentifs à ne pas mécontenter la finance. Mais encore une fois, ce qui compte finalement, c'est l'intérêt supérieur des peuples. Et aujourd'hui, on peut très bien avoir des politiques de coopération européenne sans avoir ce carcan très contraignant d'une Union européenne, encore une fois, qui n'a rien apporté de bon finalement aux nations qui la composent. Vous ne craignez pas un grand désordre en Europe si la Grande-Bretagne sort? Non, je ne crois pas. Je crois Économique. au contraire que ce sera un peu le point de départ à une façon différente de travailler entre les pays européens. Je crois aujourd'hui que honnêtement, l'Union européenne, on le voit bien dans les politiques menées, n'apporte aucune solution aux difficultés que connaissent les nations qui la composent. Encore une fois, le chômage de masse, c'est une réalité en France, c'est une réalité dans les autres pays. La submersion migratoire, l'absence de volonté de protéger nos frontières, par exemple. Il n'y a jamais eu... On nous avait vendu Schengen comme un espace de libre circulation à l'intérieur de l'Union, mais la contrepartie, c'était qu'il y ait des frontières extérieures qui soient contrôlées. Les frontières sud sont de véritables passoires. Les chiffres du HCR ont montré que 1 million d'immigrés clandestins sont entrés en 2015. Il y en a 3 millions à échéance de 2017. C'est Jean-Claude Juncker qui l'a annoncé. C'est cette Europe dont les peuples ne veulent plus aujourd'hui. Alors, en attendant, en France, le chômage baisse, la croissance repart, et l'INSEE, qui est un organisme indépendant, dit que c'est, en tout cas en grande partie, grâce à la politique de François Hollande. Est-ce qu'il ne serait pas en train de réussir? Non, je ne crois pas du tout. Et je crois que malheureusement, la réalité est beaucoup plus nuancée. En réalité, on s'aperçoit que, s'agissant par exemple du chômage, nous avons assisté à un certain nombre de tripatouillages statistiques. François Hollande a fait basculer 500 000 chômeurs de catégorie A en catégorie D, c'est-à-dire en formation. Mais on sait bien que ces formations ne sont pas pérennes. Grâce à la politique de François Hollande. Ce que moi j'ai regardé les chiffres de l'INSEE, ils disent aussi que par exemple la petite amélioration du chômage, elle est pour un quart liée justement à ce basculement des chômeurs de catégorie A en catégorie D. Donc c'est très artificiel. On a vu aussi le mois dernier 11% de hausse des chômeurs tout court. De hausse des radiations administratives. Je crois d'ailleurs que c'est très inquiétant. Le gouvernement, au lieu de s'attaquer au chômage, s'attaque aux chômeurs. C'est-à-dire qu'on procède à des radiations administratives. On prive d'ailleurs au passage, ce qui crée des situations sociales dramatiques, d'allocations un certain nombre de chômeurs. Mais finalement, ça ne règle rien sur le front de l'emploi. Et puis, quand on nous dit qu'il y
a une reprise économique, il faut savoir de quoi il s'agit. Si ça bénéficie à des travailleurs détachés qui, aujourd'hui, sont 300 000 en France, ont augmenté de 25% l'an passé, ça ne bénéficie pas à l'économie réelle. Ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a un certain nombre de patrons du CAC 40 qui augmentent de façon spectaculaire leur salaire. Mais enfin, pour l'instant, notre agriculture souffre terriblement. Nos TPE, PME, qui représentent quand même, je le rappelle, 98% du tissu économique français, souffrent terriblement. Et ce n'est évidemment pas les dispositions de la loi El Khomri qui amélioreront moindrement leur sort. Alors justement, la loi El Khomri, Philippe Martinez rencontre tout à l'heure la ministre. Est-ce que vous êtes du côté de la CGT? Non, moi je suis ni du côté de la CGT ni du côté du gouvernement et j'ai le sentiment que les uns et les autres ne sont pas du tout représentatifs de l'opinion publique. Le gouvernement veut passer en force, imposer ce texte de loi El Khomri, y compris par le 49.3, contre l'avis du peuple, mais également contre l'avis de la majorité parlementaire, qui est pourtant bien peu représentative. On voit bien que le gouvernement agit de façon sectaire, dogmatique, en rupture totale avec ce qu'attendent les Français. Mais de son côté, c'est ce que dit Philippe Martinez. Oui, mais le problème, c'est que de son côté, la CGT, qui, je le rappelle, a appelé à voter François Hollande, a soutenu l'essentiel des politiques européennes, y compris d'ailleurs en matière migratoire. Eh bien, aujourd'hui, elle pleure un peu sur le lait renversé. Elle prétend s'opposer à ce projet de loi. C'est légitime de s'opposer au projet de loi El Khomri, mais la CGT, elle n'est pas représentative. Et on a vu dans les méthodes qu'elle utilisait qu'elle prenait bien souvent les Français en otage, en bloquant l'économie française. Et finalement, elle n'apportait pas de solution. La solution, elle est très simple. Il s'agit à la fois de protéger notre économie, rétablir du patriotisme économique, c'est aujourd'hui interdit par Bruxelles, rétablir des protections à nos frontières, c'est interdit par Bruxelles, et dans le même temps, alléger la fiscalité, les charges, les contraintes administratives qui, elles, pèsent sur notre économie, paralysent nos entreprises. Or, la loi El Khomri ne comprend aucune mesure qui, concrètement, sont susceptibles d'améliorer la compétitivité de nos entreprises. Le terrorisme, on assiste à une nouvelle forme, des terroristes solitaires. Est-ce qu'il est possible, est-ce que vous pensez qu'on peut lutter contre cette nouvelle forme de terrorisme? Oui, moi je crois qu'il y a deux aspects. En effet, il y a un certain nombre d'attentats qui sont organisés avec la logistique de l'État islamique. Et puis, il y a un certain nombre d'actes individuels de gens qui sont dans la mouvance de l'État islamique ou de ses factions islamistes. Mais encore une fois, il faut prendre les mesures. Quelles sont-elles? C'est assez rapide, c'est assez simple. Et aucune n'a été prise d'ailleurs par le gouvernement. Le gouvernement est dans l'impuissance, dans le renoncement total. Manuel Valls nous explique qu'il va falloir continuer de subir ces attentats terroristes et ces morts sur notre sol. C'est évidemment inacceptable et indigne. Mais je crois qu'il y a plusieurs manière de régler le problème du terrorisme dans notre pays. D'abord, utiliser l'arsenal juridique existant. Marine Le Pen a parlé évidemment de l'article 411-4 du Code pénal qui permet de mettre en cause, de mettre en examen, de poursuivre et de mettre en détention préventive ceux qui sont convaincus d'intelligence avec l'ennemi. C'est également la déchéance de la nationalité française à laquelle le gouvernement a renoncé mais qui fait partie déjà de notre arsenal juridique, notamment l'article 20 et 25 du Code civil. Et puis c'est aussi toutes les mesures contre l'islamisme radical, c'est-à-dire fermer les 90 mosquées salafistes qui n'ont fait l'objet d'aucune fermeture administrative, expulser les islamistes étrangers qui sont présents sur notre sol. Il faut évidemment, s'agissant de la déchéance de la nationalité française, expulser ensuite du territoire national, mais pour qu'ils ne commettent pas à nouveau des attentats sur notre sol, il faut ensuite maîtriser nos frontières. Et rien de tout cela n'est fait. En réalité, la seule mesure un peu emblématique qui avait été annoncée par François Hollande, c'était la déchéance de la nationalité française, et même ça, ils y ont renoncé. Merci. Merci à vous. William, c'est à vous. Merci, messieurs. Dans quelques instants, avec Laura Duway, nous vous présenterons une nouvelle application qui, vous le